ELM TV5. Découvrez le savon au citron Naprose. Il illumine votre teint, resserre les pores et combat les odeurs. 100% naturel et fabriqué au Gabon. C'est une dernière étape qui vise à sensibiliser les agents d'état civil sur les modalités que prévoit la loi en matière d'établissement d'un acte de naissance. Cette fois, la municipalité de Tchibanga a été à l'honneur de cet atelier de formation, après ceux des autres départements. Au cours de cette rencontre, du donner du recevoir, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Tchibanga a invité les agents d'état civil à mettre fin à la fraude, notamment sur la légalisation des faux documents d'état civil. Arrêter de fabriquer les faux dans les centres d'état civil. Arrêter également de mettre les officiers d'état civil sous le fait accompli parce qu'il y en a qui arrivent à fabriquer un faux acte de naissance et le soumettre à la signature, la légalisation du maire. Cette campagne de sensibilisation rentrait dans le cadre de nombreuses requêtes reçues suite à des erreurs constatées en matière de pièces d'état civil. Le tribunal de première instance de Tchibanga a entrepris cette campagne de sensibilisation des acteurs de l'état civil en raison du nombre important de requêtes reçues aux fins de correction d'erreurs apparaissant sur les actes de naissance de nos concitoyens. Nous avons également constaté un enthousiasme certain chez les acteurs d'état civil d'améliorer les pratiques, une volonté de se conformer strictement à ce que la loi prévoit. Une initiative louable pour les agents de ce secteur aussi important. Nous avons été édifiés au niveau de la tenue des registres. Quelles sont les dispositions qu'il faut prendre par rapport à l'établissement d'un acte de naissance. Cette photo de famille est venue mettre fin à ce rendez-vous riche en enseignements. C'est une cérémonie de grande nature, une cérémonie qui vient rehausser ce classement des 100 personnes les plus influentes au monde du secteur de la santé, dont le professeur Ghislain Goman en fait partie. En présence de sa famille, amis et connaissances, la cérémonie que voici a été marquée d'une part par une messe d'action de grâce, d'où l'homélie de l'abbé Léandre Bawenda. C'est peut-être l'occasion de vous rappeler, à vous nos parents, de tout faire pour que les enfants fassent l'école. Des cadeaux du cœur, des associations et coopératives ont également marqué ces instants fraternels. Occasion pour la fierté du village de revenir sur les efforts consentis pour la lutte contre le paludisme. Le paludisme, c'est une maladie que je suis sûr que tout le monde qui est ici, soit a déjà eu soi-même, soit a eu un parent qui a eu le palu. Et malheureusement, nous avons eu aussi certainement à connaître des personnes, surtout des enfants qui sont décédés à cause du paludisme. C'est un problème qui est vieux, mais qui est malheureusement toujours actuel. Et la résistance arrive, c'est lorsque nous ne terminons pas les traitements. Si un traitement doit être pris pendant 7 jours, et nous le prenons en 3 jours, comme on n'a pas terminé le traitement, ce qui va se passer, c'est que le microbe, ceux qui ne sont pas morts, ils connaissent maintenant le médicament, donc ils vont développer de la résistance et c'est ça qui va faire qu'on ne puisse plus se soigner avec ce même médicament. Autour d'un repas offert par la famille, la fête s'est vue être grandiose au rythme de ces chants culturels. Au-delà de ces chiffres clés, le compte administratif relève d'un solde financier solide de 836,8 millions de francs CFA, provisions et reports compris. Il est à noter que l'exécution budgétaire pour l'année écoulée s'est avérée particulièrement efficace, avec des taux de réalisation impressionnants de 97,3% pour les recettes et 97% pour les dépenses. L'action auquel vous vous êtes exercé ce jour vous renseigne sur vos actions futures. Désormais, vous devez savoir qu'à la fin de chaque exercice, vous allez dresser un compte administratif. C'était donc un exercice pédagogique auquel vous vous êtes livré. Malgré ces performances encourageantes,
Un point d'attention a été soulevé. La dépense de la municipalité au transfert de l'État. Les recettes propres de la commune n'ont pas atteint les 97,1% de leur objectif. Un appel a donc été lancé pour renforcer les stratégies de mobilisation des ressources locales. Une démarche essentielle pour assurer l'autonomie financière accrue de Mouila. La cohésion et le consensus sont les maîtres mots d'une équipe unie pour remporter des victoires. Désormais, vous n'avez plus d'excuses. Vous êtes dans l'arène. Nous attendons de vous des résultats concrets. Cette adoption unanime du compte administratif témoigne de la maturité politique et de la volonté partagée des conseillers municipaux de Mouila de piloter la cité avec rigueur et transparence. Le maire a salué cette cohésion, réaffirmant l'engagement de la municipalité envers une gestion saine et efficiente des deniers publics pour le développement de la communauté. École publique de Lalala, si le décor a changé, le dispositif pédagogique, lui, reste le même. Fondamentalement, ça ne change pas grand-chose. Seuls les bâtiments et tablements, eux, sont différents. Le problème, c'est vraiment juste au niveau des tablements, seulement un peu qui sont un peu difficiles un peu à gérer un peu. Bon, pour d'autres qui sont en grand détail, c'est vrai que c'est mieux peut-être pour ceux qui sont un peu court détail et tout. Élèves, enseignants, administration restent mobilisés et ne se laissent pas déconcentrer. Pour moi, ça ne change pas grand-chose, c'est juste le fait que nous soyons concentrés, que nous suivons les explications des profs ici. Je pense que ce sera bien évidemment suffisant pour que nous puissions tous nous diriger vers la réussite au baccalauréat. Car l'objectif demeure inchangé, une préparation optimale au baccalauréat. Tous gardent les yeux rivés. À l'origine de ce changement de salle et de cadre, l'occupation des salles du lycée Charles Mefan, réquisitionnées pour le déroulement des épreuves du BEPC. Le lycée est un centre d'examen, à la fois du BPC et du baccalauréat. Mais le principal défi est la présence régulière des enseignants qui sont aussi sollicités au BPC, une situation qui encourage également les élèves à s'absenter. Les centres de composition, on va dire quoi, les différents RS permettent aux enseignants de venir faire leurs 2 heures et repartent au centre. Au demeurant, il s'agit d'une entente entre le lycée Charles Mefan et l'école publique de Lalala. Le chef d'établissement se satisfait de voir ses candidats préparer leur examen ici. Lorsque Lalala a bouclé avec ses activités, naturellement, nous donnons la possibilité au lycée Charles Mefan de venir occuper nos locaux afin de continuer à faire leurs activités, afin de bien préparer les élèves au bac qui approche à campagne. Avec les cours de soutien qui s'affichent ça et là, cela paraît comme un motif supplémentaire pour les résultats positifs. Selon les déclarations du suspect de 32 ans, Ogola Olivier, interpellé au checkpoint de Moussamoukoukou à l'entrée de la ville de Lambaréné à 2 h du matin, cette cargaison a été récupérée à son passage à Bifoun alors qu'il revenait de Libreville. Une connaissance qui dit, j'étais à Libreville, il m'a donné un colis à Bifoun, est-ce que je pouvais aller chercher ça? Il demandait c'est quoi, moi c'était les traumas qui me parlent. J'espère que je ne viens pas avoir des problèmes, il dit non, je prends juste, j'amène ça à Lambaréné et je dépose ça sous le pont d'Isaac et il va faire le reste. C'est comme ça, en venant, j'ai été pris en Moussamoukoukou par les forces des agents. Devant les enquêteurs, il a d'abord nié de savoir le contenu du colis avant de ranger son arme au pied et de reconnaître qu'une récompense même lui a été promise par son suppôt. Bon, c'est lorsque je suis arrivé sur les lieux que j'ai vu que c'était les tramadol. J'ai vu que c'était les tramadol, je me suis engagé puisque j'étais déjà là. Il m'a promis 250. Notre transporteur amateur, qui se voyait trop comme un Jason Statham, n'a pas su déjouer la vigilance des limiers. La marchandise n'atteindra jamais sa destination finale, Port-Gentil. Sieur Ngonga Ferdinand, d'apparence un peu vulgaire, pour les raisons de la cause, nous avons flouté son image. Lui était censé embarquer le butin dans un bateau pour Port-Gentil. Hélas, mission impossible et non accomplie. Valeur marchande du butin, 7 890 000 francs CFA. Les éléments de l'antenne locale de recherche sur ordre du parquet continuent de creuser pour déterminer l'origine du produit ainsi que les éventuelles ramifications du trafic. Une mission de contrôle de la conformité des produits pétroliers et de suivi environnemental. Elle a été marquée par la descente dans les stations-service et chez les autres distributeurs pour s'assurer de la qualité des produits écoulés et véhiculer à l'occasion un message de sensibilisation. On a contrôlé, oui, ensuite on a fait des prélèvements. Ce qu'on contrôle exactement, c'est d'abord la qualité des produits pétroliers, l'essence, le gasoil et les huiles.
Ensuite, chez les détaillants, lorsqu'on en aperçoit les huiles dans les bouteilles, on a su ce rôle aussi de sensibilisation aussi, de sensibiliser aussi les opérateurs qui vendent les huiles dans les bouteilles. Ensuite, savoir l'origine de ces huiles-là. Et puis, deuxièmement, on voit aussi l'impact de ces activités sur l'environnement et la santé des populations. Et le troisième aspect de notre mission, c'est l'identification et la localisation de tous les opérateurs économiques dans le secteur de la vente des produits pétroliers. Cette visite des experts du ministère du Pétrole et du Gaz, pour les usagers, c'est une présence qui rassure. Pour moi, c'est une première de les voir comme ça, déployés, bien équipés avec le matériel qu'il faut pour contrôler justement un peu tout ce qui se passe, les produits qui sont servis. Parce que moi, je suis détenteur d'un véhicule. Ça me rassure de savoir que le produit que je consomme, c'est le bon produit pour mon véhicule et pour l'environnement également. Quand on voit le ministère s'impliquer comme ça, je pense que ça rassure quand même. C'est des produits quand même assez dangereux. Manipuler autrement que les normes universelles, c'est quand même assez dangereux pour la santé. Donc je crois que c'est un regard objectif et c'est une bonne chose. Plusieurs localités de la province du Haut-Ogooué ont reçu cette mission de la Direction générale des études et laboratoires du département du pétrole. Une mission entamée à Franceville par la visite de courtoisie au préfet de Lampassa, représentant le gouverneur du Haut-Ogooué. Séance de travail associée aux visites de site. La Direction générale de l'exploitation minière présentant Tchengué, siège provisoire de Reminac, filiale du groupe australien Shenmin, elle vient s'assurer des avancées enregistrées depuis le dernier comité technique de concertation. Nous sommes allés sur le terrain pour voir la zone de futur emplacement de la mine, la zone de futur emplacement de stockage de minerais et la zone de la carrière de latérite qui est en train d'être exploitée. Le cahier des charges est non seulement respecté, mais la société Reminac, qui est une société citoyenne, ils vont même au-delà de ce qui est prévu dans la convention qui nous lie. La délégation s'est également félicitée du respect des règles de sécurité. 6 mois après le CTC de fin 2025, les engins lourds sont sur le terrain à la future base vie, au site des futures usines et le long des voies d'accès. Nous avons profité de cette visite du CTC pour pouvoir montrer les progrès enregistrés depuis la dernière visite d'il y a quelques mois. Nous sommes à pied d'œuvre, nous pensons tenir les délais et donc nous essayons tant bien que mal de pouvoir avancer dans tout ce qui est travaux préliminaires liés à l'exploitation de la mine de fer de Baniaka. Tenir les délais, à Reminac, on reste confiant, mais quelques points d'attention demeurent, notamment les contraintes logistiques liées au fret ferroviaire. Tout est prêt du côté de Reminac et de Shenmin. La grosse inconnue reste la problématique de la logistique, de l'acheminement du minerai qui va être produit ici vers Ovendo, mais également le coût élevé que nous avons constaté sur la chaîne logistique. Et nous avons foi en ce que le gouvernement, effectivement, va pouvoir solutionner ce problème. Reminac, la compagnie ambitionne de produire 3 millions de tonnes de minerai de fer dès sa première année de production en 2027, pour ensuite monter en puissance vers une capacité de 5 à 10 millions de tonnes au cours des années suivantes. Ces immigrés ont déjà empaqueté toutes leurs affaires et un jour avant la date fatidique montent dans les bus, direction l'extrême nord du pays, puis leur pays, le Malawi. Illégaux ou pas, ils sont menacés de mort ici à Durban. Ces gens d'ici, les locaux, ont promis de tuer le 30 juin. Moi, l'endroit où je vivais n'était pas sûr parce que c'est un quartier où les gens sont zoulous. Alors chaque jour, quand je me réveillais et que j'essayais d'aller à la petite boutique pour acheter quelque chose à manger, ils nous harcelaient, ils nous menaçaient de nous tuer et de nous faire du mal. De nombreux étrangers de la ville avaient fui leur quartier ces derniers jours face à la recrudescence des menaces. Certains dormaient devant les institutions publiques comme s'ils pouvaient être protégés. Nous savons que nous ne sommes pas en sécurité. Ils préparent quelque chose qui est très très grave pour nous. Mais nous continuons à espérer que le gouvernement a encore la possibilité de mettre fin à ces rumeurs, de mettre fin à ces criminels, de mettre fin à cette afrophobie. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ainsi, les autorités pourront nous protéger puisqu'elles en ont le devoir. Le 30 juin est la date limite annoncée par des mouvements xénophobes anti-migrants, dont le plus important, March and March, est né à Durban, justement, la grande ville de l'Est de l'Afrique du Sud.
Cette femme à la casquette, Jacinta Ngobese Zuma, en est à l'origine. Ici, à Pretoria, en avril, elle résumait le sentiment général de son mouvement. En tant que peuple sud-africain, nous sommes lassés des immigrés illégaux qui ont afflué dans notre pays par millions. En réalité, personne ne sait combien d'entre eux circulent ici sans papier. Des migrants accusés de voler le travail des Sud-Africains, d'augmenter la criminalité. Et les manifestations se multiplient contre les étrangers, illégaux ou non, comme ici à Soweto, l'immense quartier au sud-ouest de Johannesburg. Le gouvernement a prévenu qu'il ne laisserait passer aucune violence, mais les étrangers d'Afrique du Sud en doutent fortement. Certains ont entendu les menaces claires, pars ou tu finiras dans un cercueil, et ils ne vont pas attendre l'ultimatum du 30 juin pour fuir le pays. Un peu plus d'une heure après l'ouverture des débats, la séance plénière tourne à la mêlée. Abdoumbo, député de l'opposition, refuse de quitter le pupitre malgré les injonctions du président de l'Assemblée. Et des femmes, députées de la majorité, vont tenter de le déloger. Jusqu'à l'intervention dans l'hémicycle des forces de l'ordre. Au cœur des tensions, la proposition de révision constitutionnelle portée par le PASTEF. Pour certains membres de l'opposition qui ont boycotté la séance après l'évacuation d'Abdoumbo, ce texte vise à restreindre les prérogatives du chef de l'État et à instaurer un régime parlementaire. C'est un changement de régime parce qu'aujourd'hui, nous avons le pouvoir. Comment voulez-vous qu'on demande à un président de la République qui a été légalement élu de partager son pouvoir avec le premier ministre qu'il a nommé, par exemple? Comment voulez-vous que l'Assemblée nationale puisse avoir la possibilité de convoquer, même dans le cadre d'une commission d'enquête, un magistrat? Où se trouve la séparation du pouvoir? Mais c'est inadmissible ce qui est en train de se passer dans ce pays. Parmi les autres dispositions controversées, l'interdiction pour le président de la République de diriger un parti politique, mais aussi la limitation de la dissolution du Parlement à une seule fois par mandat. Mais pour les députés de la majorité à l'initiative du texte, ces mesures reprennent les recommandations du dialogue national de 2025 et des assises de la justice l'année précédente et reflètent la volonté populaire. On doit avancer, on doit aller de l'avant, on doit réformer. Parce que les Sénégalais nous ont élus pour ça, les Sénégalais veulent des réformes dans leur écrasante majorité. C'est ce mandat qu'on va exercer en toute responsabilité, conformément à la Constitution. Après plusieurs heures de débat, le texte a finalement été adopté par l'Assemblée nationale. Les 129 députés présents ont voté en sa faveur. Une adoption sans surprise dans un hémicycle largement dominé par le PASTEF. Mais le bras de fer se poursuit. Par la voix du ministre de la Justice, le président Bassirou Diomaye Faye a appelé à soumettre cette réforme à un référendum. Samuel Bobo est chef cuisinier. À 30 ans, il dirige les cuisines du Zahir, restaurant Afrofusion de Kinshasa. On a tous nos légumes et la symbiose vient au milieu. Au menu ce soir, du mboto, un poisson d'eau douce du bassin du Congo, mijoté avec quelques tomates et des oignons. C'est parmi les meilleurs poissons d'ici en termes de goût et ça a une valeur très, je dirais, à la fois sentimentale et emblématique. Donc c'est lié avec notre histoire. Donc si on fait un récap, c'était le poisson qu'aimait le maréchal Mobutu. Autodidacte, il a appris la cuisine enfant en regardant sa grand-mère derrière les fourneaux. Il a ensuite perfectionné sa technique auprès de chefs belges à Kinshasa. Mais dans la capitale congolaise, s'approvisionner en produits frais quotidiennement reste un défi. Il a donc appris à faire preuve d'ingéniosité. On n'est pas un pays où les routes sont en très bon état, où les produits peuvent arriver quand on demande. Donc c'est une des difficultés majeures qu'un restaurateur, déjà à la base, quand les produits ne sont pas très bien fournis, on est déjà bloqué. Pendant ce temps-là, en salle, les clients profitent de l'ambiance feutrée, décoration soignée et rumba traditionnelle pour le fond sonore. Le lieu est très prisé par la clientèle fortunée de Kinshasa. La patronne, elle, n'est jamais bien loin, les yeux rivés sur son téléphone. Nouchka Texera veille au grain. On parle souvent de la RDC pour la musique ou bien on parle souvent de la RDC pour la guerre. Mais on oublie qu'on a énormément de choses ici que notre propre terre peut nous emmener. Et c'était important pour moi de montrer cette belle image de Kinshasa, du Congo, de montrer dans l'assiette que ça peut être tout aussi joli qu'un grand étoilé, que ce soit en France, en Belgique ou n'importe où dans le monde.
Mais problème, il n'existe pas vraiment d'école de cuisine en RDC. Les cuisiniers apprennent sur le tas ou sont formés directement dans les restaurants. Dans la banlieue de la capitale, Archie Mosi a lui aussi appris tout seul à cuisiner au gré des pénuries de matières premières. Après avoir ouvert un premier restaurant, il travaille désormais à son compte et propose des services de traiteur. J'ai ouvert mon propre restaurant il y a de cela presque 2 ans passés, avec les taxes et plusieurs responsabilités. Ça ne m'a pas permis de pouvoir continuer à gérer et du coup je me suis lancé dans la consultance événementielle et plutôt accompagner des gens qui veulent ouvrir des restaurants avec des conseils. Lui aussi regrette la trop faible mise en avant de la gastronomie congolaise. Il prépare déjà l'écriture d'un livre de recettes rassemblant près de 200 plats de la très riche gastronomie au Congo. C'était la belle affiche de cette finale de la Coupe de la Ligue tenue au stade municipal, toujours en arrêt de travaux. Le stade migovéen opposé au FC Chauzière qui regorge en son sein le meilleur buteur du championnat Détroit, Larry Mapei, avec 9 buts. Contre toute attente, le stade migovéen ouvre le score par Mikinde Fred. La réponse du FC Chauzière arrive quelques minutes plus tard par Mbanza Baro pour l'égalisation avant que Junior Boubécha ne scelle définitivement la victoire des stadistes de 1. Cette défaite met fin aux ambitions du FC Chauzière qui espérait le doublé championnat Coupe de la Ligue. À l'inverse, le stade migovéen ajoute une nouvelle ligne à son palmarès. Les enfants respectés et concis, le match était difficile. Les enfants ont lutté. C'est le travail paye. Une finale qui met un terme aux activités de la Ligue de football du Moyen-Ogooué cette saison. Commencer un championnat et le terminer, c'est pas chose facile. Avec tout ce que nous connaissons, les clubs qui ne sont pas souvent financièrement huppés, mais malgré ça, nous sommes arrivés au terme de cette finale. D'abord au terme de la fin du championnat et ensuite la clôture de celui-ci par la finale de la Coupe de la Ligue qui s'est bien déroulée. La même satisfaction anime également la Fédération gabonaise de football par l'entremise de son représentant. C'est une satisfaction générale au niveau de la FEGAFOOT parce que tout simplement toutes les ligues ont tiré vers la fin, sinon d'autres sont pratiquement en train de terminer leurs activités. Là, nous venons d'assister la fin des activités dans la province du Moyen-Ogooué. C'est une joie. La Ligue, nous remercions la Ligue pour avoir mené à bien les activités tout au long de la saison. Des distinctions ont été remises aux champions et aux autres protagonistes sous les regards d'un public enthousiaste, déjà impatient de revenir dans les tribunes en espérant que le championnat débute plus tôt. Le savon au Kinkeliba Naprose. Purification et protection naturelle. Il apaise et combat l'acné. Fabriqué à la main au Gabon. ELM TV5